Pendant des décennies, Mia Farrow a été une énigme à Hollywood. Actrice, activiste et au centre de certaines des histoires les plus controversées de l'histoire du divertissement. De ses débuts en tant que star montante à ses relations tumultueuses et ses pertes déchirantes. Il y a toujours eu des spéculations sur ce qui se passait réellement derrière des portes closes. Aujourd'hui, à 69 ans, Mia Farrow se confie enfin. Et ce qu'elle révèle est quelque chose que nous soupçonnions tous, mais que nous n'avions jamais pu confirmer, jusqu'à présent. Découvrons-le dans la vidéo d'aujourd'hui. Les débuts de Mia Farrow et sa carrière d'actrice. Le 9 février 1945, Mia Farrow est née à Los Angeles, en Californie. Ses deux parents travaillaient à Hollywood. Sa mère, Maureen O'Sullivan, était une actrice qui a incarné Jane dans les films Tarzan des années 1930 et 1940. Et son père, John Farrow, était un écrivain et cinéaste australien bien connu. Mia venait d'une famille de 7 enfants et était la troisième. Elle a grandi dans le luxe à Beverly Hills. Les célébrités d'Hollywood visitaient fréquemment la grande et opulente maison de sa famille. Ses parrains et marraines étaient également connus. Elle a été parrainée par le célèbre cinéaste George Cukor et l'influente chroniqueuse mondaine Louella Parsons. Enfant, Mia avait un côté théâtral et ludique. Elle aimait faire de petites représentations effrayantes avec des poignards, en plastique et du faux sang pour les touristes qui passaient devant sa maison. Elle a fait une apparition dans le court-métrage Unusual Occupations, Cinematic Tot Holiday, alors qu'elle n'avait que 2 ans. C'était un présage de sa carrière d'actrice. Cependant, elle n'a pas eu une enfance parfaite. L'alcoolisme sévère de son père a conduit à de nombreuses disputes avec sa mère. Même lorsqu'elle était petite, ces disputes ont bouleversé Mia et l'ont amenée à réfléchir attentivement aux relations et à la famille. De plus, sa famille avait des croyances religieuses très fortes. Ils étaient dévoués aux traditions catholiques romaines malgré leur style de vie hollywoodien. Mia a fréquenté les écoles catholiques de Los Angeles avec ses frères et sœurs. Elle a appris des principes forts et un sens des responsabilités grâce à son éducation religieuse. Cela a influencé ses choix ultérieurs d'adopter des enfants d'horizons divers et d'aider les autres. Quelque chose d'horrible est arrivé à Mia quand elle avait 9 ans. En 1954, elle a contracté la polio au milieu d'une épidémie majeure à Los Angeles. Elle a dû passer 3 semaines en quarantaine à l'hôpital, toute seule. Elle a souffert de graves douleurs dues à la maladie, en particulier aux jambes, au cou et au dos. Elle a dû être placée dans un poumon d'acier à un moment donné pour l'aider à respirer. La maladie était aussi difficile que d'être loin de ses parents. Les infirmières étaient méchantes avec elle malgré sa peur et sa confusion. Une infirmière l'a réprimandée pour avoir pleuré, affirmant que cela aggravait la situation pour tout le monde. Mia détestait les compresses chaudes qu'ils utilisaient comme thérapie, et les traitements étaient également terribles. Elle a affirmé plus tard qu'elle avait l'impression que son enfance était terminée à cause de la polio. Après cela, le monde lui parut plus effrayant et elle ne se sentit plus en sécurité ni protégée. Une autre tragédie frappa la famille de Mia lorsqu'elle avait 13 ans. Michael, son frère aîné, périt dans un accident d'avion. Michael, qui faisait partie de la réserve des Marines, n'avait que 19 ans. Le 28 octobre 1958, la collision se produisit près de Pacoima, en Californie. Toute la famille était inconsolable. Son père, qui luttait déjà contre l'alcoolisme, s'aggrava. Les disputes de ses parents devinrent plus agressives en conséquence. Mia et sa sœur Prudence étaient alors inscrites dans un pensionnat en Angleterre. Mia se sentit encore plus seule après avoir appris le décès de Michael alors qu'elle était loin de chez elle. Mia retourna à l'école dans le Surrey après les funérailles de Michael, et sa famille resta à la maison pendant un certain temps avant de déménager dans une maison à Chelsea. Mia vit ses parents se disputer plus que jamais pendant cette période difficile pour tout le monde. Après la mort de son père, Mia et sa mère déménagèrent à New York en 1963. Ici, la vie changea. Elle entra progressivement dans le domaine du théâtre en faisant du mannequinat et en jouant dans des pièces de théâtre. Ce ne fut pas simple. Malgré les refus aux auditions, elle a persisté, bien que ce ne soit pas très important. Son premier petit boulot quand elle était enfant lui a donné un avant-goût de ce qui allait suivre.
Elle a appris à persévérer et à continuer d'essayer grâce à ses débuts difficiles. Sa persévérance a fini par payer et sa carrière a commencé à prendre forme. Mia a passé une audition pour le rôle important de Liesl von Trapp dans La Mélodie du Bonheur en 1965. Elle n'obtint pas le rôle, mais ce fut une occasion importante. On peut encore la voir chanter et jouer dans le test d'écran, ce qui nous donne une idée de ses débuts prometteurs. En raison des attentes élevées pour La Mélodie du Bonheur, la concurrence pour le poste était intense, bien qu'elle n'ait pas obtenu le rôle. Mia a persisté. Sa vie a changé lorsqu'elle a été choisie pour Peyton Place peu de temps après. Pour elle, rater La Mélodie du Bonheur n'était qu'une étape de plus dans le processus. Lorsque Mia a incarné Allison Mackenzie dans Peyton Place de 1964 à 1966, elle est devenue célèbre. La série se concentrait sur une petite communauté et toutes ses relations, ses secrets et ses difficultés. Mia s'est fait connaître pour son interprétation d'Allison, une jeune femme gentille mais compliquée. En raison de sa popularité, la série a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine et est devenue l'un des premiers grands feuilletons télévisés. L'interprétation d'Allison par Mia en fit un personnage attachant et démontra son talent. Cependant, la célébrité n'était pas toujours une bonne chose. Son mariage avec Frank Sinatra a également fait l'objet d'une grande attention, et les médias ont commencé à la suivre partout. Son travail était souvent éclipsé par sa vie personnelle. En 1966, Mia quitta Peyton Place après 2 saisons parce que Sinatra le souhaitait. Pour elle, quitter la série fut un changement important. La carrière de Mia Farrow. Elle se tourne ensuite vers le cinéma, ce qui lui vaut le rôle qui fera d'elle une légende. Mia joue dans Rosemary's Baby, le film d'horreur psychologique de Roman Polanski. Sorti en 1968, elle incarne Rosemary Woodhouse, enceinte, qui se résigne peu à peu aux horribles événements qui se déroulent autour d'elle. Le récit traite de la confiance, de la peur et des aspects les plus sombres de la nature humaine. Le film a reçu de nombreuses critiques positives et a rapporté plus de 30 millions de dollars. L'interprétation de Mia a été saluée par la critique pour avoir su donner vie à l'anxiété et à la confusion de Rosemary. Roger Ebert a même qualifié son travail de brillant. Mia est devenue une véritable star du cinéma grâce à cette interprétation, qui a également modifié la perception des femmes dans les films d'horreur. Rosemary n'était pas entièrement une victime. Elle était un personnage complexe et sympathique. Le film s'est imposé comme l'un des plus grands films d'horreur jamais produits et, en raison de son influence culturelle, il a été admis à la Bibliothèque du Congrès en 2014. En plus de rendre Mia célèbre, Rosemary's Baby a démontré son talent et son caractère unique au monde, lançant une carrière pleine de rôles mémorables et distinctifs. La relation entre Woody Allen et Mia Farrow est l'une des plus complexes et des plus discutées de l'histoire d'Hollywood. Elle est apparue dans 13 de ses films sur une période de 10 ans, à partir de 1982 avec A Midsummer Night's Sex Comedy. Diane Keaton était censée jouer Ariel, mais c'est Farrow qui l'a fait. Malgré des critiques négatives, le film a exposé Farrow à l'approche comique d'Allen et a jeté les bases de leur futur partenariat créatif à long terme. Peu de temps après, Farrow a incarné le Dr. Eudora Fletcher, une psychiatre qui a traité Leonard Zelig, un homme capable de s'intégrer dans n'importe quelle foule, dans Zelig. Le film de 1983 était un mélange unique de fantaisie et de faux documentaire. Une vie de comédie et de drame. L'intrigue était fondée sur la performance sereine et convaincante de Farrow, et les critiques ont salué sa collaboration sans faille avec Allen sur cette idée originale. Puis vint Broadway Danny Rose en 1944, dans lequel Farrow jouait Tina Vital, la petite amie d'un gangster turbulent et effronté. Elle parlait avec un fort accent new-yorkais et portait des lunettes de soleil noires, ce qui rendait le rôle complètement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. Sa performance remarquable lui a valu une nomination aux Golden Globes. Allen a même souligné son courage d'accepter un rôle aussi difficile, compte tenu des changements émotionnels et physiques qu'il exigeait. En 1985, elle a livré l'une de ses performances les plus poignantes dans La Rose pourpre du Caire. Pendant la Grande Dépression, Farrow incarne Cecilia, une serveuse désespérée qui se tourne vers le cinéma pour se consoler.
Elle est nominée pour un autre Golden Globe pour son interprétation de la douleur et de l'innocence. La performance de Farrow est au cœur de l'émotion du film, qui est salué par la critique et souvent considéré comme l'un des meilleurs d'Allen. Ensemble, ils ont créé certains des films les plus acclamés d'Allen avant de réaliser Hannah et ses sœurs en 1986. Hannah, interprétée par Farrow, est une femme fiable et compatissante dont la vie sert de lien entre tous les autres personnages. Malgré l'absence de nomination pour Farrow, le film est devenu l'un des plus grands succès d'Allen et a remporté plusieurs Oscars. Un rôle qui aurait pu passer inaperçu a gagné en puissance grâce à la performance de Farrow, dans le rôle de Sally White, une vendeuse de cigarettes qui aspire à devenir une star de la radio. Farrow a une fois de plus montré son côté humoristique dans le film Radio Days de 1997. Sa transformation d'une personne insignifiante à la voix aiguë en une personne sûre d'elle était attachante et humoristique. Plus tard cette année-là, elle a joué dans le film September, plus sombre et plus personnel. Dans ce rôle, elle incarnait Lane, une femme traumatisée qui lutte contre ses émotions dans un espace réduit. L'intensité du rôle lui a permis d'explorer un territoire plus dramatique. Malgré l'accueil mitigé du film, la performance de Farrow s'est distinguée par son honnêteté sans farde. Farrow a joué un petit rôle dans Another Lady. En 1988, Celery de Hope, une femme en détresse dont le protagoniste surprend les séances de thérapie. Malgré son peu de temps à l'écran, elle a apporté une contribution significative à l'intrigue et a démontré qu'elle pouvait avoir un impact même dans un rôle secondaire. En 1989, lorsque Crimes et Délits est sorti, Farrow était déjà un pilier des productions d'Allen. Elle a incarné Hal Reed, une productrice de documentaires qui est empêtrée dans des problèmes amoureux. Même si son rôle n'était pas l'attraction principale, elle a ajouté de la nuance et de la profondeur à un film qui a été acclamé pour son examen de la moralité et des relations interpersonnelles. Dans le film Alice, sorti en 1990, Mia Farrow incarne une femme au foyer aisé de Manhattan qui se lance dans une quête mystique de découverte de soi. Elle reçoit une nouvelle nomination aux Golden Globes pour ce rôle. Et les critiques louent son mélange de sensibilité et d'humour. Ce rôle démontre une fois de plus la polyvalence de Mia Farrow, qui lui permet d'explorer à la fois son côté comique et son côté sérieux. La fille trahie de Mia Farrow est la controverse. En 1991, Mia Farrow incarne l'excentrique avaleuse de sabre Irmi dans le cirque ambulant Shadows and Fog. Malgré des critiques mitigées, le film rend hommage au cinéma expressionniste allemand et la performance unique de Mia Farrow donne de la vitalité à l'ensemble des acteurs. 1992 voit la sortie de Husbands and Wives, leur dernière collaboration. Judy, interprétée par Farrow, était une femme qui faisait face à la dissolution de son mariage. Farrow a donné une performance intensément passionnée et authentique, et le film avait une atmosphère sans faille, presque documentaire. Son travail a été très apprécié malgré les difficultés personnelles qui ont entouré sa création. Dans ses 13 films, Mia Farrow a montré qu'elle pouvait jouer aussi bien dans des comédies que dans des drames, changeant souvent de personnalité pour un rôle. Elle a été nominée pour 3 Golden Globes pour ses rôles dans Broadway Danny Rose, La Rose pourpre du Caire et Alice. Ses performances ont eu un effet profond même lorsqu'elle ne recevait pas de récompense. Et elle a joué un rôle crucial dans certains des films les plus durables et les plus appréciés d'Allen. Le 19 juillet 1966, à l'âge de 21 ans, Mia Farrow épouse Frank Sinatra. Sinatra ayant 50 ans. Ils avaient 31 ans d'écart. Malgré leurs différences, ils tombèrent amoureux dès leur rencontre en 1964 sur le domaine de la 20th Century Fox. C'était le premier mariage de Mia Farrow, mais le 4e de Frank Sinatra. Peu après leur somptueux mariage à Las Vegas, des problèmes ont commencé à surgir. Sinatra l'a exhorté à arrêter de se produire et à se concentrer sur leur relation. Lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans le film Rosemary's Baby de Roman Polanski en 1968, cela est devenu un problème majeur. Pendant qu'elle tournait, Sinatra s'est mis en colère et lui a même envoyé les papiers du divorce. Leur séparation a résulté du refus de Farrow de quitter le film. Elle a reconnu plus tard qu'elle était trop jeune pour gérer une relation aussi complexe. Ils sont restés proches même après leur divorce en 1968. Selon Farrow,
Ils ne se sont jamais vraiment séparés émotionnellement. Même après la mort de Sinatra en 1948, ils sont restés amis. En 1970, Farrow s'est marié avec André Previn, peu de temps après Sinatra. Il existait une autre différence d'âge importante entre eux. Elle avait 25 ans et lui 49 ans. Au cours de leur mariage, ils ont accueilli 2 fils, Matthew et Sacha, des jumeaux identiques. En 1972, Ed Fletcher, né en 1974, Ann Outer. Farrow a commencé à adopter des enfants. À l'époque où elle était encore avec Previn, elle a adopté 2 enfants, Lark du Vietnam et Daisy de Corée. Il semblait que leur vie de famille se déroulait bien. Mais lorsque Farrow a découvert que Previn avait été infidèle, des problèmes ont commencé à surgir. C'est à cause de cela que leur mariage a pris fin en 1979. Dans une déclaration ultérieure, Farrow a exprimé ses regrets quant à l'impact que le divorce a eu sur ses enfants. Mais elle est restée déterminée à être une mère attentionnée. 1969 a été l'année où Farrow a entamé une relation amoureuse avec le réalisateur Woody Allen. Cela allait s'avérer être l'un des événements les plus controversés de sa vie. 12 ans se sont écoulés au cours de leur relation. Et pendant cette période, Farrow est apparu dans 13 films d'Allen. Le fait qu'ils aient travaillé ensemble professionnellement a été bénéfique pour sa carrière. Mais leur vie personnelle est finalement devenue une source de controverse. Au fil du temps, la famille de Farrow s'est agrandie. En plus d'être une mère dévouée, elle s'est fait connaître pour avoir adopté un grand nombre d'enfants. Elle a non seulement eu ses 3 fils biologiques, mais elle a également adopté 2 enfants, Lark et Daisy, alors qu'elle était mariée à Previn. Après son divorce, elle n'a pas cessé d'adopter des enfants. En 1980, elle a donné naissance à Moses et en 1985 à Dylan, qui deviendra plus tard une figure importante dans son combat avec Allen. Dans les années 1990, Farrow avait adopté encore plus d'enfants, dont Thaddeus, originaire d'Inde, et Quincy Min, originaire du Vietnam, par exemple. Une famille nombreuse et variée s'est formée à la suite de l'adoption d'un total de 14 enfants. Elle a connu des déchirements malgré son engagement à être mère. Seuls 3 de ses enfants ont pu survivre. Thaddeus est décédé en 2016, tandis que Tam est décédé en 2000. Farrow a continué à maintenir sa force pour le bien de sa famille, malgré la nature douloureuse de ses pertes. De plus, en plus d'être mère, elle est devenue une défenseuse des droits des enfants et a utilisé sa voix pour aider les enfants vulnérables du monde entier. La vie de Mia Farrow a pris une tournure dramatique en janvier 1992 lorsqu'elle a appris que son amant de longue date, Woody Allen, avait une liaison avec sa fille adoptive, Soon-Yi Previn. Cette révélation a été un coup dévastateur pour Mia Farrow. Je n'oublierai jamais ce moment inattendu et inoubliable. Mia est tombée sur une collection de Polaroids intimes de Soon-Yi alors qu'elle se rendait au domicile de Woody à New York. Lorsque la liaison a commencé, Soon-Yi avait 21 ans et vivait encore avec Mia à l'époque. C'est Mia qui a été à l'origine de cette liaison. Plusieurs années avant le début de sa relation avec Woody, Soon-Yi avait été adoptée par Mia en 1977. La confiance de Mia a non seulement été brisée lorsqu'elle a découvert ses photos, mais les fondements de sa famille ont également été détruits à la suite de cette trahison déchirante. Pendant une décennie, Mia et Woody ont entretenu une relation. Au cours de leur relation, ils ont fondé une famille qui était non seulement unique, mais aussi compliquée. Pendant leur vie commune, ils ont accueilli 3 enfants dans le monde. 2 enfants adoptifs, Dylan et Moses, et un fils biologique, Ronan, qui a pris le nom de Satchel à sa naissance. Un tournant important a été atteint lorsque les photographies ont été retrouvées. Après un certain temps, Mia a raconté en détail son expérience, déclarant « Je tremblais. Après avoir ramené mon enfant à la maison, je me suis assuré de verrouiller la porte. » Lorsque Woody a été trahi, il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Soon-Yi, une personne que Mia avait chérie et élevée. Presque instantanément, la douleur a été intense et accablante. En raison de la découverte, les retombées ont été extrêmement intenses. La nouvelle de la liaison s'est répandue comme une traînée de poudre et les médias se sont rapidement passionnés pour l'histoire. Les comportements indécents n'étaient pas le seul sujet d'actualité. Leur discussion a englobé des sujets tels que la moralité, la dynamique du pouvoir et la loyauté des membres de la famille.
La rencontre entre Mia et Soon-Yi, qui a eu lieu après que Mia ait vu les photographies, a été caractérisée par une gamme d'émotions, y compris les larmes, la fureur et la perplexité. À la suite des actes de Soon-Yi et de la trahison de Woody, Mia s'est retrouvée à essayer de donner un sens aux événements qui s'étaient déroulés dans sa propre maison. Pour se défendre, Woody a affirmé que les accusations de Mia étaient motivées par ses sentiments négatifs à son égard en raison de sa relation avec Soon-Yi. Cependant, les gens ne lui ont pas pardonné et sa réputation en a souffert. Néanmoins, ce n'était pas la seule fois. En 1992, Woody Allen a fait l'objet de graves allégations impliquant sa fille adoptive, Dylan Farrow, qui avait 7 ans à l'époque. Le 4 août, Dylan révéla à sa mère, Mia Farrow, qu'Allen s'était comporté de manière inappropriée à son égard alors qu'il se trouvait dans leur résidence du Connecticut. À peu près au même moment, Mia Farrow découvrit également qu'Allen entretenait une relation avec sa fille adoptive, Soon-Yi Previn, ce qui intensifia encore l'attention du public sur la situation. Mia était complètement anéantie par la trahison d'Allen et tentait également de se faire à l'affirmation inattendue de Dylan. Le scénario était chargé de bouleversements émotionnels. Après que Dylan eut fini d'expliquer ce qui s'était passé, Mia commença immédiatement à l'enregistrer avec un caméscope. Elle souhaitait enregistrer le témoignage de Dylan sur les abus présumés qu'il avait subis. Après un certain temps, ce film s'est avéré être un élément de preuve essentiel dans la bataille judiciaire qui a suivi. Dans l'État du Connecticut, la police d'État du Connecticut a ouvert une enquête. Elle a interrogé Dylan et d'autres membres de la famille afin de déterminer ce qui s'était passé. Aucune accusation n'a été portée, malgré la gravité des faits. L'avocat de l'État a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations, mais qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité que des abus aient eu lieu. Dans le cadre de l'étude, des professionnels de l'hôpital de Yale New Haven ont mené un entretien avec Dylan afin de mieux comprendre son état de santé mentale et émotionnelle. Leurs découvertes ont suscité de nombreuses discussions. Selon plusieurs experts, les remarques que Dylan a prononcées semblaient avoir été répétées ou influencées par Mia. Dylan a été accusé d'avoir été coaché par d'autres après qu'ils aient détecté des anomalies dans sa performance. Beaucoup ont également estimé que la détresse de Dylan semblait être réelle et que ses sentiments indiquaient qu'elle avait vécu un véritable traumatisme. La question est devenue encore plus complexe en raison des points de vue contradictoires. Pendant ce temps, Allen a entamé une procédure pour obtenir la garde de Dylan ainsi que de ses 2 autres enfants, Moses et Satchel. Ce fut une bataille très publique et émotionnelle pour la garde de l'enfant. Le tribunal a rendu une décision en faveur de Mia malgré le fait que les 2 parties aient présenté des faits et des témoignages. Allen a été privée de ses droits de visite avec Dylan et elle a conservé la garde des enfants. La décision du juge a fait état d'un nombre important de préoccupations concernant les activités d'Allen. Le conflit n'a pas pris fin là. Allen et Mia se sont mutuellement accusés de mauvaise conduite pendant plusieurs années. Et l'affaire a continué à être sous les feux de la rampe pendant tout ce temps. Elle a continué à soutenir son récit et a insisté sur le fait qu'il était exact, même lorsque Dylan a grandi. Le rôle joué par Mia Farrow dans la série HBO Allen v. Farrow a été un moment important dans son long combat pour raconter sa version des faits concernant Woody Allen et les allégations d'abus portées contre leur fille Dylan Farrow. Le 21 février 2021, le documentaire a été rendu public. Kirby Dick et Amy Ziering ont réalisé le court-métrage. Il se composait de 4 épisodes qui plongeaient au cœur des événements qui se sont déroulés en 1992, lorsque Dylan, qui n'avait alors que 7 ans, a accusé Allen de l'avoir maltraité. Afin de rendre l'histoire compréhensible et complète, les réalisateurs ont utilisé des documents tels que des enregistrements personnels, des dossiers judiciaires, des rapports de police et des entretiens avec des membres de la famille et des professionnels. Au départ, Mia ne savait pas si elle ferait partie de la série. Les réalisateurs ont eu du mal à la convaincre et, pour dissimuler le fait qu'ils travaillaient sur le film, ils l'ont appelé le projet Elisa, afin d'empêcher les médias de tout dramatiser. Ils ont cherché à offrir à Mia et Dylan un environnement sûr dans lequel ils pourraient raconter leur histoire sans craindre qu'elle soit déformée.
Le documentaire comprenait d'anciennes séquences tirées des films familiaux de Mia, ce qui constituait l'un des aspects les plus poignants du reportage. Dans la vidéo, on voit Dylan, alors qu'elle était encore toute petite, raconter son histoire peu de temps après les abus présumés. Ce documentaire offre un regard unique et honnête sur ce que la famille a vécu, ce qui en fait une expérience émotionnellement éprouvante et déchirante. La série examine également les événements qui se sont déroulés après le dépôt des accusations, comme la bataille pour la garde de Mia qui a opposé Mia et Woody Allen. L'opinion publique et la couverture médiatique ont eu un effet significatif, et elles ont fréquemment favorisé Allen. En raison de son refus de participer au documentaire, certaines personnes ont estimé que le récit était biaisé. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont déclaré que son absence donnait à Mia et Dylan l'occasion qu'ils méritaient de parler de leurs expériences sans être interrompus. Quoi qu'il en soit, l'accent a été mis sur le point de vue de Mia et Dylan, mettant en évidence à la fois leur souffrance et leur résilience. Mia Farrow a éprouvé toute une gamme de sentiments à la suite de sa participation à ce documentaire. Elle a accordé une rare interview dans laquelle elle a expliqué comment son lien avec le cinéaste lauréat d'un Oscar est passé d'une relation heureuse à une source de chagrin. La relation de Mia Farrow avec le cinéaste Alan Finley, lauréat d'un Oscar. Au début, dans ses réflexions, Mia Farrow exprimait son extase pour tout. Néanmoins, dans les années 1990, tout avait changé. Lors de la conversation d'aujourd'hui, Mia Farrow n'a pas hésité à dire ce qu'elle ressentait pour Alan. Sa relation avec eux était la chose qu'elle regrettait le plus dans toute sa vie. Lors d'une interview avec elle en 2018, Farrow a fourni des détails supplémentaires sur leur relation, qui a reçu beaucoup d'attention. Elle a ensuite précisé que ce n'était pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, a-t-elle déclaré. Si ce n'était pas le cas, vous vous demanderiez probablement ce que vous faites avec cette personne. Ne serait-ce que pendant 10 minutes. Et encore moins pendant 10 ans. Au fil des ans, j'en suis arrivé à un point où il ne m'intéresse tout simplement plus. Il y a encore une distance importante entre Allen et Farrow. Allen a révélé dans une interview accordée à The Hollywood Reporter en 2016 qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Il a répondu par la négative lorsqu'on lui a demandé s'il voyait Farrow. Je suppose qu'elle ne réside pas à New York. Elle est probablement une résidente du Connecticut. Je ne peux pas le dire avec certitude. Ou qu'elle voyage pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ou une autre organisation. Farrow a reconnu qu'elle ressentait toujours de l'anxiété à propos des actes potentiels d'Allen, en particulier après sa participation au documentaire de HBO, malgré le fait que leur séparation et leur bataille pour la garde aient eu lieu en public et aient été discutées par le public pendant près de 3 décennies. Le documentaire ne mettait pas en scène Allen, qui est marié à Soon-Yi depuis 23 ans, et a élevé 2 filles avec elle. Cependant, il a pu être entendu à travers des extraits audio de ses mémoires, Apropos of Nothing, dont la sortie est prévue en 2020. Dans le documentaire, Farrow a exprimé ses inquiétudes concernant la situation. Comme le Report People, elle a déclaré « J'ai juste peur, il me terrifie. Ceux qui ne sont pas loyaux envers la vérité sont prêts à adopter n'importe quel comportement. Il faut avoir peur d'une personne qui est prête à faire tout ce qu'elle veut. Par conséquent, je crains qu'il ne lance une nouvelle attaque après la sortie de ce documentaire. » Elle était également d'avis qu'Allen ferait tout pour se défendre, et elle partageait cette conviction avec elle. Selon Mia Farrow, il est prêt à tout pour se protéger de la découverte de la vérité et de la catastrophe qu'il a créée. Elle a donné une image claire de l'agonie et de la terreur qu'elle a portée pendant des années à travers les mots qu'elle a prononcés. Le parcours humanitaire et la carrière de Mia. La carrière de Mia Farrow a connu des transformations importantes au cours des années 2000. Elle est passée d'Hollywood à la télévision et à la scène, démontrant qu'elle était toujours capable d'interpréter une variété de rôles avec un haut niveau de qualité. Son retour à la comédie a été accompagné d'une grande vigueur, malgré le fait qu'elle ait passé de nombreuses années à élever ses enfants et à accepter moins de rôles. Third Watch a été l'une des premières émissions de télévision dans laquelle elle est apparue pendant cette période. Dans les 5 épisodes qu'elle a tournés entre 2000 et 2003,
Elle a joué le rôle d'une mère confrontée à des circonstances difficiles dans une ville difficile. Après une période d'absence des projecteurs, elle a pu démontrer au public qu'elle était capable de traiter de sujets très émotionnels. Mia est apparue dans le téléfilm A Girl Thing, sorti en 2001, qui traite de l'amour et de la camaraderie entre femmes. Kate Capshaw et Stockard Channing, entre autres actrices célèbres, ont joué à ses côtés. Outre le fait que le rôle de Mia a contribué au poids émotionnel de l'intrigue, le film abordait des questions pertinentes pour le public contemporain. Elle a ensuite joué le rôle principal dans le film The Secret Life of Zoe, produit par Lifetime en 2002. La performance de Mia a démontré qu'elle était capable d'apporter profondeur et perspicacité à ce type de drame familial contemporain, car l'histoire racontait les difficultés personnelles d'une jeune fille. Pendant ce temps, Mia a commencé sa carrière au théâtre. En 2002, elle a rejoint la troupe de The Exonerated, une pièce itinérante. Cette pièce traitait de ceux qui avaient été injustement condamnés à la prison et à la peine de mort. Son rôle a montré qu'elle était intéressée par des histoires qui avaient une réelle signification et qui abordaient des thèmes sérieux. En 2003, elle a fait partie de la distribution d'une pièce intitulée Fran's Bed, qui explorait avec émotion l'amour et le deuil. Le travail de Mia au théâtre a démontré qu'elle était toujours capable de jouer des rôles captivants et de créer des liens avec le public sur scène. En outre, Mia a commencé à se concentrer sur l'action humanitaire en 2000. Grâce à sa célébrité, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et s'efforce aujourd'hui d'aider les enfants dans le besoin partout dans le monde. En plus de se rendre dans des régions d'Afrique et d'Asie, elle a visité des régions touchées par la guerre, la pauvreté et la maladie. L'un des voyages les plus importants qu'elle a effectué a été au Darfour, où elle a été témoin des ravages causés par la violence sur un grand nombre de personnes. En 2006, elle s'est rendue au Tchad pour visiter des camps de réfugiés, qui regorgeaient de personnes ayant fui le Darfour en quête de sécurité. Après avoir écouté leurs témoignages, elle a attiré l'attention sur la misère qu'ils enduraient. Elle a pris position contre la violence et a exigé que la communauté internationale agisse rapidement pour protéger les plus vulnérables. Ces actions ont contribué à attirer l'attention des médias sur le problème et ont encouragé davantage de personnes à soutenir les efforts déployés pour aider le Darfour. Mia n'a pas abandonné après avoir simplement discuté des problèmes qui se posaient. En participant à des campagnes telles que le Fonds pour le Darfour, elle a pu générer des fonds pour des projets en faveur de la paix et pour ceux qui avaient survécu à des actes de violence. Afin de démontrer à d'autres le sérieux et l'urgence de ses préoccupations, elle a partagé les histoires personnelles qu'elle avait entendues. Ses efforts ont été reconnus et elle a été récompensée par des organisations qui défendent la protection des droits de l'homme. Un grand nombre de personnes ont été motivées à s'impliquer activement pour aider les autres grâce au travail de Mia avec l'UNICEF, qui a démontré qu'une célébrité peut utiliser sa voix pour faire la différence auprès des autres. Une grande partie de son activisme était centrée sur le Darfour, en 2006. Elle s'est rendue au Tchad et a constaté que la situation s'y détériorait. Le conflit s'étant déplacé du Darfour vers le Tchad, même les réfugiés n'étaient plus en sécurité. En participant à une grève de la faim en 2009, Mia a pu attirer l'attention sur cette question. Comme la grève a duré plusieurs jours et a reçu beaucoup d'attention de la part des médias, son message a pu atteindre un plus grand nombre de personnes. En outre, elle s'est engagée auprès d'organisations telles que la Save Darfur Coalition et l'Aegis Trust, qui ont toutes deux offert leur aide et aidé les réfugiés à reconstruire leur vie. Mia a réussi à conserver son métier d'actrice malgré tout son activisme. Élever 14 enfants n'a pas été une tâche facile pour elle. Mais elle a continué à jouer des rôles qui étaient importants pour elle. Elle s'est concentrée sur des projets télévisuels et théâtraux qui correspondaient à ses convictions, même si elle est apparue dans moins de grands films. De plus, elle a utilisé les interviews et les apparitions publiques pour discuter de questions mondiales, combinant ainsi sa carrière d'actrice et ses actions en tant qu'activiste. Elle s'est assurée que sa vie professionnelle et son engagement dans le secteur humanitaire se soutiennent mutuellement. L'histoire de Mia Farrow est une histoire de force, de résilience et, surtout,
de Survey. Maintenant que la vérité a été révélée, qu'en pensez-vous? Aurait-elle dû s'exprimer plus tôt? Ou a-t-elle fait ce qu'elle devait faire pour protéger ceux qu'elle aimait? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour d'autres révélations sur Hollywood qui vous ouvriront les yeux.